Voilà. Bonjour ou bonsoir à nos téléspectateurs d'APIC Télévision, spécialement dans cette tranche de l'émission Global Éducation où nous sondons les acquis, nous décryptons l'actualité éducative. Et aujourd'hui, j'ai reçu sur ces plateaux un grand, avec qui nous allons parler sur un sujet très vital qui détient particulièrement l'avenir, n'est-ce pas, de cadres des universités, et même de la RDC, parce que vous savez, lorsqu'on éduque une population, on a déjà préparé l'avenir du pays, la succession, et tout se passe bien. Alors aujourd'hui, avec lui, nous allons parler sur le choix des filières et les orientations à l'université. Et il se nomme Monsieur Koudiana Mbala Trésor, il est assistant à l'ISP, n'est-ce pas? Et aussi, il est assistant à l'ISP, je disais, ISP Gombe, au département de gestion et administration des institutions scolaires et de formation. C'est avec lui que nous allons en tout cas développer ces sujets. Et avec vous aussi, nos spectateurs, nos téléspectateurs, vos commentaires sur ces numéros, n'est-ce pas, qui s'affichent en bas de vos écrans, vont pouvoir nous aider à peut-être mieux développer ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Pour ce soir, je veux dire bonsoir, Monsieur Trésor. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Nous sommes contents de vous recevoir. Comment vous allez? Oui, je vais bien, merci. Et vous? Oui, ça va bien aussi. Merci beaucoup. Merci vraiment. Alors, c'est sur ce plateau d'APIC Télévision, sur la tranche de l'émission et Global Éducation, que nous allons pouvoir décortiquer, n'est-ce pas, avec notre invité, M. Trésor, qui est assistant à l'ISP Gombe, comme je le disais, sur le choix des filières et l'orientation académique. Monsieur Trésor, je ne vais pas tarder. Je vais d'abord vous poser une question, n'est-ce pas? Merci beaucoup, pas de problème, monsieur le journaliste. Oui, parce que souvent, c'est complexe. C'est complexe, le sujet que nous abordons du choix, parce que vous savez que les choix déterminent beaucoup de choses dans la vie d'une personne. Est-ce que l'avenir de l'université, l'avenir académique, peut être compromis de par le choix que nous faisons dans des options que nous faisons, par exemple, à l'humanité à partir des quatrièmes montées? Ça, c'est d'abord ma première question. Si c'est oui, vous allez donc pouvoir soutenir pour que nos invités soient éduqués au travers de cette tranche. À vous la parole. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Effectivement, les choix des filières à partir de quatrième des humanités pour l'université est très important parce que ça pourrait compromettre l'avenir de notre pays et même l'avenir de nos universités ou de nos institutions scolaires. Parce que le choix des filières est le point de départ d'un avenir de l'étudiant ou de l'élève ou de l'enfant lui-même. Lorsqu'on a mal choisi les filières, ou la filière, c'est-à-dire, vous allez compromettre même votre avenir. Et donc, le choix doit être bien fait pour que l'avenir soit aussi meilleur. Voilà un peu à quelques mots, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous avez affirmé donc dans cette émission que déjà à partir de choix de filières, à partir de l'humanité, ça peut compromettre même l'avenir, n'est-ce pas, de l'université et l'avenir du pays au même moment. Exactement. Quelles sont les erreurs qui sont souvent commises à partir de là, lorsqu'on veut, par exemple, choisir de suivre les études humanitaires en biochimie ou en lantéphilo ou à quoi que ce soit? Quelles sont les erreurs que les gens commettent souvent et peut-être comment aussi les éviter? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il y a 3 erreurs que nous devons retenir que font beaucoup d'élèves dans les choix de leur filière à l'université. La première, c'est choisir la filière par pression et non par passion. Beaucoup d'élèves choisissent des filières
par pression. Je donne un exemple. Il y a des élèves qui disent « Mon père veut que je fasse la médecine ». Donc, c'est le papa ou c'est le père qui oriente. S'il vous plaît, nous voulons que vous puissiez commencer d'abord à partir de l'humanité. Okay. Parce que vous avez dit que à partir de l'humanité déjà, ça peut influencer les choix à l'université. Et puis il peut y avoir, est-ce qu'au niveau d'abord de l'humanité, il y a des erreurs en ce niveau-là, lorsqu'on choisit par exemple une option quelconque? Parce qu'il y en a, moi j'ai déjà entendu les gens qui disent, bon, je peux même faire le latin philo, je peux faire la biochimie, quand j'arrive à l'université, bon, je vais me battre. Okay. Est-ce que c'est permis d'aller de manière aléatoire comme ça? À partir déjà de l'humanité, par exemple. Merci beaucoup. Si nous devons commencer par les humanités, les erreurs commencent aussi par là. Il y a des élèves ou des enfants qui choisissent par pression. Les parents leur disent, bon, toi tu peux faire par exemple le latin philo. Il va faire le latin philo, mais il n'a pas de compétences. Il n'a pas de compétences et il ne sait pas quel est le travail qu'il va faire après avoir terminé les études en latin philo. Ce sont des erreurs. Et même en maths physique, il y a aujourd'hui, maths physique est appelé science. En science, il y a des compétences que l'élève doit posséder pour qu'il fasse un peu l'option maths physique qui va lui permettre au moins de se retrouver dans sa vie. Alors, s'il y a déjà des erreurs au niveau des humanités, demain ou le lendemain, quand l'enfant va passer à l'université, il aura toujours des difficultés parce que donc, il n'y a pas de base. Donc, il y a déjà des erreurs à partir de la base. Donc, voilà un peu les erreurs des humanités. De même que pour l'université aussi, il y a 3 grosses erreurs que nos élèves ou nos enfants commettent pour choisir les filières à l'université. Premièrement, ils choisissent par pression, tel que je le disais. Ils vont les choisir par pression et non par passion. Oui. Par pression, comment? Il y a des parents qui disent à leurs enfants, toi tu vas faire la médecine, toi tu vas faire l'économie, tu vas faire les droits. La conséquence est que, une fois fini dans cette filière-là, vous risquerez, parce que vous n'avez pas de motivation. Vous faites la filière parce que c'est le parent ou le papa qui vous a envoyé, mais vous-même, vous n'êtes pas motivé, monsieur le journaliste. Oui, oui. Alors, cela peut créer un peu, vous pouvez vous retrouver à une étape à laquelle vous finissez dans cette filière, vous n'avez pas de travail parce que vous n'avez pas de compétences en cette filière-là. Vous n'êtes pas aussi motivé. Ça, c'est la première grosse erreur que font nos élèves. Deuxième grosse erreur, c'est le fait de ne pas se renseigner avant de choisir la filière. Normalement, on doit se renseigner avant de choisir une filière. On doit aller voir les experts. Par exemple, en médecine, je voulais faire la médecine, je peux aller voir un médecin. Il y a des docteurs dans nos quartiers. Alors, l'étudiant ou l'élève peut aller voir un médecin pour se ressourcer quand même. Oui. Il peut lui poser des questions. Aussitôt fini en médecine, qu'est-ce que je veux faire comme travail? Oui. Et quelles sont les compétences attendues pour un médecin? Oui. Donc, ça, c'est la deuxième grosse erreur. La troisième, il y a de ceux-là qui choisissent le métier parce que ça paye beaucoup. Oui. Le métier ou bien la filière paye beaucoup, mais est-ce que vous avez des compétences, bien que ça paye? Oui. Et la conséquence est que vous allez finir, vous n'avez pas d'emploi, vous êtes des chômeurs. Oui. Voilà, en quelque sorte, les 3 grosses erreurs. Mais il y a aussi des étapes pour éviter ces grosses erreurs-là. Oui. Alors, la première étape, si nous allons prendre les choix par pression,
et non par passion, Oui. il faut d'abord que l'élève ou l'étudiant se pose 3 questions Oui. avant de choisir une filière. La première des questions à se poser, qu'est-ce que j'aime faire? Parce qu'il faut aimer votre filière-là, il faut aimer le travail. Oui. Mais quand vous n'aimez pas ça, vous aurez toujours des difficultés. Oui. D'où la première des choses, ou la première question à se poser par rapport à la pression des parents, il faut se poser la première question, qu'est-ce que j'aime faire? Oui. Et la deuxième question que l'élève doit se poser, ou l'enfant, dans quoi je suis bon? Oui. Je suis bon dans quoi? Et enfin, il peut aussi se poser la question pour savoir quel problème j'ai envie de résoudre après mes études. Oui. Parce qu'on n'étudie pas pour étudier. On étudie pour résoudre un problème dans la vie. Voilà. Je donne un exemple pour un médecin. Le médecin est là pour soigner les malades, Oui, oui. pour résoudre les problèmes de la santé. Et l'enseignant est un éducateur. D'où l'enfant, avant de choisir une filière, doit se poser cette question. Quel est le problème que je vais résoudre à l'issue ou à la fin de ma formation universitaire? Voilà un peu ce que nous pouvons dire, monsieur le journaliste, par rapport à cette question-là. Merci beaucoup. Ne pas choisir par pression, mais choisir plutôt par passion. Ouais. C'est renseigner auprès d'un aîné, quelqu'un qui a fini dans le domaine Ouais. et qui se bat déjà dans la société, Ouais. puis pour se ressourcer, Oui. et puis aussi se poser la question si j'étais bon dans le domaine ou pas. Voilà. Et vérifier, il faut que ça soit vérifiable d'après ce que vous dites. Mais alors, c'est ça ce que vous dites qui doivent être les critères de base ou bien la laterne pour éclairer le choix. Mais au même moment, les parents doivent éduquer leurs enfants. Alors maintenant, avec la responsabilité naturelle qu'ils ont, Monsieur Trésor, Monsieur l'assistant, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est important, n'est-ce pas, à un parent de pouvoir se focaliser sur l'avenir de l'enfant? Oui, parce que non seulement qu'il va sauver le pays ou peut-être lui-même, mais la famille aussi dépend peut-être de l'enfant. Alors la famille s'est dit, non, bon, notre enfant ici, en tout cas, s'il faisait le droit ou s'il choisissait telle option, demain nous serons fiers et tout ça et consorts. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi évoluer sous ces pieds-là? Par exemple, que le parent puisse montrer à l'enfant, non, vous allez dans tel domaine, allez dans tel domaine. Ils ne peuvent pas conseiller leurs enfants, vous leur empêcher de ne pas orienter leurs enfants et tout ça pour choisir l'option. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Là, vous abordez le problème des rôles de parents. Oui. Donc, le rôle de parents dans les choix des filières de leurs enfants. Alors, quel est le rôle de parents dans les choix des filières des enfants? Normalement, leur rôle, ce n'est pas d'imposer. Un parent ne peut pas imposer à son enfant qu'il faut faire, par exemple, la médecine, ou bien il faut faire l'informatique. Il n'est pas là pour imposer. Mais le rôle majeur de parents, c'est de conseiller. Oui. Il est là pour conseiller l'enfant. Ah oui. Il est comme éclaireur, Oui. quelqu'un qui montre les chemins. Quand vous imposez à l'enfant, c'est-à-dire l'enfant ne fera que subir pendant toutes les années qu'il va être à l'université, il ne fera que subir. Mais quand vous le conseillez, vous l'éclairez, à ce moment-là, l'enfant sera à l'aise avec l'option qu'il a choisie. Voilà un peu le rôle des parents. Alors, il y a 3 rôles clés que je vais décortiquer par rapport au choix des filières des enfants. Tout 3 à fait. rôles clés de parents. Le premier rôle, c'est d'abord être un éclaireur, tel que je viens de le dire. Quelqu'un qui montre les chemins. Oui. Donc, il est là pour
éclairé pour montrer quand même à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Concrètement, il doit l'aider à se renseigner sur les débouchés. Oui. Il peut dire que bon, comme tu es là, tu peux te renseigner. Oui. Renseigne-toi sur les débouchés. Quand je parle de débouchés, c'est-à-dire Oui. les filières qui vont l'aider, qui peuvent lui permettre, après avoir fini, de trouver rapidement du travail. Oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, en RDC, il y a beaucoup de diplômés qui n'ont pas d'emploi. Oui, oui. La base, c'est peut-être la mauvaise orientation ou bien le mauvais choix des filières. Oui. D'où le parent est là pour aider l'enfant, pour lui montrer les chemins. Oui. Normalement, d'ici, par exemple, nous sommes en 2026, d'ici 2030, quelles sont les filières normalement qui doivent quand même t'aider à trouver du travail? Alors, ce n'est pas seulement ça, connaître les filières qui doit aider l'enfant à trouver du travail, mais il y a 3 choses que l'enfant doit combiner d'abord. Oui. Il y a d'abord la compétence. La compétence. La deuxième des choses, les filières, les débouchés dont je viens de parler. Oui. Donc, c'est une combinaison. Et la troisième des choses, les capacités. Est-ce que l'enfant est capable de faire cette filière? Est-ce que l'enfant, aussitôt fini les études, peut trouver facilement du travail dans cette filière-là? Oui. Voilà un peu la combinaison de ces 3 éléments doit aider l'enfant au moins à se retrouver ou à obtenir son diplôme et avoir du travail. Oui. Voilà un peu. Oui, mais il y a aussi un problème au niveau de l'université. Lorsqu'on arrive là-bas, il y a d'abord certaines options qui demandent, on demande le pourcentage obtenu. Donc vous arrivez là-bas, on vous dit non, vous avez obtenu combien de pourcentage lorsque vous avez avec votre diplôme. Et puis, lorsque ça tombe peut-être en dessous des 60, on dit non, on ne vous accepte pas ici. Mais en ce moment-là, cette façon de procéder, parce que j'anticipe juste un peu, mais nous reviendrons un autre jour sur ces points. Alors, l'enfant s'est dit, non, voilà, je vais aller peut-être choisir telle chose, j'ai de l'aptitude, n'est-ce pas, du côté peut-être de la médecine ou de l'enseignement. Et tout. Mais quand il arrive, on lui dit, non, ici, on ne vous accepte pas. Parce que simplement, vous n'avez pas eu 60% à l'examen d'État et ainsi de suite. Est-ce que ça ne peut pas influencer aussi l'avenir du pays et tout ce que vous avez énuméré au départ ici? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ou mettre comme un obstacle, n'est-ce pas, au choix que devait faire l'étudiant librement, par exemple. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vraiment, le problème des pourcentages est un problème majeur. Oui. Normalement, on ne peut pas seulement s'atteler à des pourcentages aux examens d'État. Ici, en RDC, nous connaissons de quelle façon se passent les examens d'État aujourd'hui. Oui. Ce n'est pas ça l'indicateur qui peut amener les universités ou bien les institutions à recruter. Le point de départ, normalement, pour recruter, pour inscrire, si vous voulez, les étudiants ou les élèves, c'est d'abord les tests. Proposer un test. Ah oui. C'est le test qui va aider l'enfant ou qui va aider l'institution à inscrire ou à orienter tel ou tel autre étudiant ou tel autre élève dans telle filière. C'est d'abord les tests. Parce qu'il y a de ceux-là, si nous regardons aujourd'hui, qui avaient 80-70%, qui avaient obtenu 80% aux examens d'État, mais ils ne sont pas intelligents. Certains même qui ont échoué 2 ans, 3 ans, il n'a pas les diplômes, mais c'est quelqu'un qui est intelligent. Tout à fait. Et donc, à ce niveau-là, je ne pense pas que
le pourcentage à l'examen d'État soit au moins un indicateur ou la seule condition pour inscrire quelqu'un à l'université. C'est d'abord les tests. Effectivement. Donc, il y a les tests, on va donner un test, c'est le test qui va aider l'institution à inscrire tel ou tel autre étudiant, tel autre élève dans telle filière. Vraiment. Voilà un peu, monsieur. Merci beaucoup. C'est très vital, comme je l'ai donc souligné de départ, qui tient l'avenir, n'est-ce pas, de cadres des universités, du pays, de familles, de beaucoup de, n'est-ce pas, de facteurs entrent en action au travers du choix que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi nous sommes ici, vraiment pour y aller petit à petit. Vous êtes en train de suivre l'assistant, comment il est en train de décortiquer, il y donne des solutions, il condamne ce qu'il faut condamner, il développe ce qu'il faut développer. Vous aussi, au travers, n'est-ce pas, de votre téléphone, prenez le numéro qui est sur le bas de votre écran, écrivez-nous, posez des questions. À chaque fois qu'il sera disponible, nous n'hésiterons pas de l'appeler pour répondre, n'est-ce pas, aux questions. Mais il y a encore une petite question qui me montre encore à l'esprit, tout de suite est là. On fait les tests à l'université et je gagne les tests. Maintenant, moi, j'ai trouvé que je suis apte, par exemple, à l'enseignement et tout, et j'ai choisi, par exemple, la filière du français ou bien anglais. Mais au même moment, je ne parle pas bien français, je ne parle pas bien anglais. Qu'est-ce qu'il faut faire en ces moments-là? J'abandonne totalement, carrément, ce que je voulais faire. J'ai déjà découvert que non, voilà, je suis apte à transmettre une matière et tout ça. Mais du coup, je voudrais, par exemple, faire l'anglais. Et je ne suis pas sûr d'avoir allé d'abord de ce côté-là vers les langues, n'est-ce pas? Mais du coup, je ne connais pas parler anglais, je ne connais pas parler bien français. Est-ce que je dois nécessairement abandonner pour dire, bon, je peux peut-être me débrouiller en mathématiques, simplement parce que je suis buté à un problème comme ça? Comment résoudre des situations comme ça? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bon, ce que vous dites là, c'est dire quelque chose avec son contraire. Parce que je me pose cette question. Oui. Comment quelqu'un peut se dire comme ça, je suis capable, et quand il va arriver pour passer même un test, il échoue. Donc, ce n'est pas seulement le cœur qui va te dire que non, moi je suis capable de faire ça, et on te donne un test, tu échoues. C'est-à-dire, normalement, tu n'as pas de compétences. Tu n'as pas de compétences à faire cette filière-là. Alors, mais le mieux serait de voir un orienteur. On les appelle les conseillers d'orientation. Ce sont des conseillers d'orientation qui peuvent orienter l'étudiant ou l'élève à choisir telle ou telle autre filière. Comment? Ils vont procéder par les tests. À travers ces tests, il y a des tests écrits. Ils vont d'abord te donner un test écrit auquel tu vas répondre à toutes les questions. Après avoir passé les tests par écrit, il y a les tests d'aptitude. Tests d'aptitude que le conseiller d'orientation va vous imposer, ou va imposer à l'élève. Il connaît qu'est-ce qu'il va trouver là-dedans. Après ce test-là d'aptitude, il y aura aussi un entretien. L'entretien avec les conseillers. Il va te poser des questions maintenant. Après avoir appliqué les 3 tests, test écrit, test d'aptitude et l'entretien, maintenant, lui va faire un rapport. Le conseiller d'orientation va faire un rapport. Il va dire que, voilà, après avoir te testé, voilà tes talents. C'est lui qui doit t'orienter. Ce n'est pas toi-même de dire que non, moi, je suis capable, je peux faire l'anglais, non. C'est lui-même, c'est lui le conseiller d'orientation, après avoir appliqué les 3 tests, qui va te dire, voilà, j'ai trouvé que tu as des talents dans tel domaine. Il va te dire que je te conseillerais de faire, par exemple, 3 filières. Lui va te proposer seulement. Je te propose, par rapport au talent que j'ai trouvé, je te propose 3 filières. Soit
Je donne un exemple comme ça. Oui. Tu peux faire l'anglais, soit tu peux faire le français, Oui. ou bien tu peux faire... Il te donne les filières auxquelles, par rapport au talent qu'il a trouvé en toi. Oui, oui. Maintenant, à partir de là, toi, tu peux dire, bon, je fais telle filière par rapport au talent que le conseiller a découvert en moi. Voilà comment on fait l'orientation. Quelqu'un ne peut pas se dire comme ça, je suis capable, peut-être en arrivant sur terrain, Oui. on lui donne le test, il va échouer. C'est mieux de se ressourcer, c'est mieux de se confier auprès d'un orienteur, un conseiller d'orientation. Et nous avons même des cellules d'orientation. Par exemple, à l'ISP Gombe, Oui. nous avons une cellule d'orientation Oui. et les orienteurs sont là lorsque vous arrivez. Et même, c'est cette cellule-là qui accueille les étudiants au début de l'année académique. Il accueille les étudiants, il oriente. Donc, les conseils orientent les étudiants. Ceux qui veulent faire telle filière, on va les tester et on donne même des conseils aux étudiants, aux nouveaux étudiants, comment ils peuvent réussir à l'université. Voilà un peu, monsieur. Merci beaucoup. C'est en train d'évoluer. Vous comprenez donc avec moi que si vous suivez, n'est-ce pas, cette bonne pratique, n'est-ce pas, de se faire conseiller, de trouver, n'est-ce pas, des conseillers à l'université qui peuvent vous orienter, il est difficile pour vous de vous trouver, n'est-ce pas, dans une situation où vous avez choisi une filière, mais vous n'avez pas de compétences, n'est-ce pas, pour pouvoir vous assortir et faire face avec la vie dans l'avenir. Nous commençons petit à petit à chiter, donc j'apprécie vraiment vos réponses, comme vous soutenez avec des exemples, et aux fidèles téléspectateurs de pouvoir faire leur choix, soit de suivre les orientations. C'est quelqu'un qui a pratiquement réussi dans son domaine aujourd'hui. Il est assistant à l'ISP Gombe. Il est mieux placé, n'est-ce pas, pour nous parler de ces choses dont nous sommes en train, n'est-ce pas, de développer ensemble avec lui. Mais maintenant, quand on arrive, est-ce qu'il y a une différence entre les lycées, par exemple, les humanités et l'université? Ou bien ce sont tout simplement, il y a que la différence des bâtiments et tout ça. Est-ce que psychologiquement, comment je peux me préparer aujourd'hui, moi qui vais affronter l'université, quel aperçu, n'est-ce pas, je dois avoir de l'université, quelle perspective je dois avoir de l'université lorsque je vais l'affronter par rapport, n'est-ce pas, au lycée d'où je viens ou à telle école d'où je viens. Est-ce qu'il y a-t-il une différence là-dedans? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il y a une grande différence entre l'université et l'école secondaire. Oui. Alors, partant d'abord de l'école secondaire, sur le plan de l'encadrement. Oui. L'encadrement, à l'école secondaire, on surveille l'enfant. L'enfant est surveillé par le parent, par l'enseignant même. Même l'heure de l'arrivée à l'école, les retardataires, on les punit. L'enseignant qui voit que celui-ci s'absente beaucoup, on peut même les renvoyer. Il y a des renvois temporaires, il y a des renvois définitifs. Alors, pendant qu'à l'université, sur le plan encadrement, il n'y a pas toutes ces choses-là que je viens d'évoquer. Le problème des retards, le problème d'absence. Là-bas, à l'université, il y a ce qu'on appelle la liberté totale. Liberté totale, c'est-à-dire personne ne vérifie si tu viens ou tu ne viens pas. Même l'enseignant. Ça, c'est vrai, il y a des listes de présence auxquelles les enseignants peuvent se ressourcer. Mais il n'y a pas un enseignant qui va t'appeler, non, pourquoi tu as fait 2 jours, tu ne viens pas, 3 jours, tu ne viens pas. C'est rare à l'université. Ça, c'est le premier problème, l'encadrement. Donc, celui qui est au secondaire, il est beaucoup plus surveillé, mais l'enfant qui est à l'université ou un étudiant est autonome. Il y a la liberté.
La deuxième des choses, par rapport à la différence entre les écoles secondaires Oui. et les universités, le deuxième point, c'est d'abord le rythme, Oui. les rythmes du travail Oui. ou le rythme des études. Au niveau secondaire, les cours commencent peut-être pour la vacation avant midi. Oui. Ils commencent à 7h30, à 12h, vous êtes déjà dehors. Mhm. Mais à l'université, ça peut vous prendre toute la journée. Oui. Il y a des universités, par exemple, vous commencez les cours de 8h jusqu'à 17h. Oui. Donc, le rythme, ce n'est pas le même. Oui. À l'université, il y a des cours, il y a un système qu'on appelle les modules. Oui. Les modules, c'est-à-dire, on programme un cours aujourd'hui, nous sommes lundi par exemple, Oui. et jusqu'au samedi, c'est le même cours que vous étudiez, Oui. de 7h30 à 17h. Mais au niveau secondaire, il y a toujours l'horaire hebdomadaire. Telle heure, vous avez mathématiques, à telle heure, vous avez français, ainsi de suite. Oui. Ça, c'est le deuxième point, c'est les rythmes. Le rythme n'est pas le même entre l'école secondaire et l'université. Oui. Troisième problème, c'est aussi les méthodes, Oui. les méthodes d'enseignement. À l'école secondaire, l'enseignant te donne aux enfants le tout, ou Oui. moins, Oui. généralement. Oui. Oui. Donc, c'est l'enseignant qui vient, qui prépare sa leçon, il enseigne, et les élèves sont là peut-être pour écouter ou répondre à des questions Oui. que l'enseignant est en train de poser. Oui. Mais à l'université, maintenant, le prof ne donne que des idées. Oui. Oui. Il donne des idées. C'est pourquoi il y a beaucoup d'étudiants qui ont des problèmes, surtout en L1, pour avoir des notes. Oui. Oui. Les étudiants pensent que l'enseignant est là pour dicter. Il va commencer à nous dicter mot par mot, comme Oui. au secondaire. Mais quand ils arrivent à l'université, l'enseignant ne donne que des idées. Et il y a même des techniques pour prendre des notes Oui. et réussir à l'université. Il suffit de prendre seulement ces idées-là. Prenez l'idée. Ne prenez pas toute la phrase. Oui. Prenez seulement l'idée. Quand vous prenez l'idée, lorsque vous serez maintenant à la maison, vous développez qu'est-ce que l'enseignant ou le professeur de l'université voulait dire par cette idée-là. Mais au secondaire, on dicte même phrase par phrase. Oui. Oui. On met même des notes au tableau. Donc, troisième des choses, telles que je viens de le dire, Oui. ce sont les méthodes. Et quatrième des choses, je crois, je viens d'évoquer cela déjà, les notes. Hein? Oui. Les notes. Oui. Il y a des cahiers, on te dit, bon, le cahier de 100 pages, par exemple, pour le cours de français. Oui. Et à la fin de l'année, ce cahier-là est rempli. Mais pour l'université, un étudiant peut avoir des carnets Oui. ou des agendas. Il écrit seulement les points essentiels. Oui. Voilà les 4 points qui différencient normalement l'école secondaire de l'université. Merci beaucoup. Merci à nos téléspectateurs. Vous avez suivi sur les choix, n'est-ce pas, des filières et des orientations. Ne pas choisir par pression, mais il faut choisir plutôt par passion. Découvrez ce que vous aimez. Trouvez une personne compétente qui a déjà réussi dans le domaine pour se ressourcer, se renseigner suffisamment afin que vous soyez préparé comme un beau chasseur, n'est-ce pas, qui va à la chasse. Et aussi quand vous arrivez à l'université, passez par le conseiller, n'est-ce pas? Voyez les conseillers, trouvez les conseillers, posez votre problème et au travers, n'est-ce pas, des conseils qu'on vous donnera, vous saurez, n'est-ce pas, faire le choix important, n'est-ce pas, et qui pourra demain vous faire du bien au pays et faire du bien, n'est-ce pas, à la famille et aux parents de pouvoir conseiller leurs enfants, de leur montrer, n'est-ce pas, l'avantage, les avantages de certaines choses et leur laisser, n'est-ce pas, le choix libre de pouvoir choisir ce qu'ils veulent faire, effectivement. Et pour terminer, vous direz quoi à ceux qui
n'ont pas peut-être bien choisi, on va les dire comme ça, peut-être qu'ils n'ont pas bien choisi aujourd'hui, mais qui ont leur diplôme à la maison, mais qui voient et qui ne peuvent pas, n'est-ce pas, évoluer dans la vie à cause de cela. Dans quelques secondes, parce que nous sommes à la fin, qu'est-ce que vous pouvez leur dire, Frère Amid? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Pour ceux qui ont déjà choisi et qui ont déjà terminé les études, ils ont des diplômes à la maison, on suppose qu'ils ont choisi par erreur. Oui. Ils n'avaient pas fait de bons choix de filière. Moi, je pense qu'ils doivent faire ce qu'on appelle la formation professionnelle. Tout à fait. Il y a la formation professionnelle ou le recyclage. Oui. Quelqu'un qui a fait l'informatique à l'université, Oui. il a le diplôme, mais il n'a pas de compétences. Oui. Je vais le conseiller. Il y a des centres d'informatique. Oui. Il peut aller là-bas se ressourcer Oui. pour avoir des compétences et l'aider à trouver du travail. Oui. Parce que pour avoir le travail, ce n'est pas seulement les diplômes. Oui. Il faut avoir des compétences. Donc, comme ils ont fait de mauvais choix, Oui. maintenant là, ils peuvent aller se ressourcer dans des centres. Oui. Ils peuvent aller se ressourcer auprès des experts. Ils peuvent entrer dans des ateliers, Oui. ainsi de suite, pour qu'ils se retrouvent dans leur vie, pour qu'ils ne soient pas chômeurs. Vous l'avez dit, merci beaucoup, M. Trésor, assistant à l'ISP, n'est-ce pas, en gestion et à la formation. C'était pour nous un grand plaisir de vous recevoir sur le plateau de la télévision, spécialement dans cette tranche d'émission Global Éducation pour parler du choix de filière et des orientations à l'université et aussi au niveau parental. Je crois que ceci vous a servi, n'est-ce pas, de lanterne pour vous éclairer. Et c'est par ici, n'est-ce pas, que nous mettons une fin à notre tranche, n'est-ce pas, de l'émission. Et on se revoit plus tard dans la même fréquence d'APIC Télévision. À bientôt. Au revoir. Au revoir, monsieur le journaliste. Merci beaucoup.